Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit que je ne servais plus à rien, que je devais être content qu'il ne m'ait pas déjà mis dans une maison de retraite. Ensuite, il a tendu la main, a pris le trousseau de clés accroché au petit clou près de la porte de la cuisine et les a glissées dans la poche de son jean comme si de rien n'était. Moi, je suis resté assis sur ma chaise, à ma place habituelle, les mains posées sur la nappe, un peu tachées. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. C'est là que j'ai su ce qu'il me restait à faire. Je m'appelle Jean Moreau, j'ai 62 ans, et jusqu'à ce jour-là, je croyais encore que ce que j'avais construit avait une valeur. La petite maison à l'entrée du village, le terrain autour, le potager, le vieux atelier au fond où je bricolais, tout ça me semblait être la preuve que ma vie n'avait pas été vide. Je me disais que, même si mon dos me faisait souffrir, même si je ne travaillais plus, ces murs-là continuaient à dire quelque chose de moi. Mais quand votre propre fils vous dit en face que vous ne valez plus rien, ces mêmes murs ne ressemblent plus à un refuge. Ils deviennent des témoins silencieux de votre échec. C'était un mardi après-midi, le genre d'après-midi banal, ni très ensoleillé, ni vraiment gris. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine et dessinait une bande claire sur le carrelage un peu fendu. La radio parlait toute seule dans un coin, avec ses débats politiques qui n'en finissent jamais. J'étais là, avec mon verre d'eau et mon journal, quand Marc est entré. Mon fils, mon unique enfant. Il avait son éternel téléphone dans la main, l'air pressé, la chemise froissée comme quelqu'un qui court tout le temps sans jamais s'arrêter. Il ne s'est pas assis, il est resté debout, le regard mobile, comme s'il cherchait la sortie avant même d'avoir commencé la conversation. « Papa, a-t-il dit, il faut qu'on parle de la maison. » Dans sa bouche, ça sonnait comme une formalité. Moi, j'ai reposé le journal, plié bien en deux. Ça faisait des semaines que je sentais venir cette phrase. Les petites remarques de Claire, sa femme, sur l'escalier trop raide, sur le jardin trop grand, sur le fait que ce n'était plus une maison adaptée pour quelqu'un de mon âge, les coups de fil qu'il passait dans le couloir, la porte à moitié fermée, pour parler de crédit, d'évaluation, de marché immobilier. Je fermais les yeux, je me disais qu'il exagérait. J'avais encore la naïveté de croire que mon fils savait qui j'étais. « C'est trop pour toi », a enchaîné Marc. « Tu ne peux plus entretenir tout ça. Tu te fatigues pour rien. Tu devrais être dans un endroit sécurisé avec des infirmières, des gens pour t'aider. » « Quel endroit ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Une maison de retraite. » Maison de retraite. 3 mots qui sonnent comme une porte qui se ferme. Je n'ai jamais eu de mépris pour ces lieux. Certains sont très bien. Mais dans ma tête, une maison de retraite, c'est là où on va quand on n'a plus personne d'autre. Moi, j'avais un fils. Je n'attendais pas de lui qu'il me porte sur son dos, seulement qu'il se souvienne que j'étais encore vivant. « Tu crois vraiment que je ne peux plus vivre ici ?» ai-je demandé calmement. Il a haussé les épaules. « Tu ne devrais pas, » a-t-il répondu. « Tu es fatigué, tu as déjà chuté l'hiver dernier. Si tu tombes dans l'escalier et que personne ne te trouve pendant 2 jours, on fait quoi? Et puis cette maison demande trop de travaux. La toiture, la chaudière, la clôture au fond. Moi je n'ai pas le temps. Je travaille, Claire aussi, on ne peut pas être partout. Le mieux c'est qu'on vende, qu'on récupère un peu d'argent et on te trouve une bonne maison médicalisée. Tu seras bien, tu auras des activités, des repas à l'heure, tout ce qu'il faut. » Il parlait vite, comme s'il récitait quelque chose qu'il s'était répété plusieurs fois devant le miroir. « Et vous, ai-je demandé, vous ferez quoi avec l'argent ?» Il a pris cet air exaspéré qu'il a de plus en plus souvent. « Ce n'est pas la question, papa. On respire à peine avec le crédit de l'appartement. La petite commence la crèche, ça coûte une fortune. On a besoin de sécurité. Toi, tu as déjà vécu ta vie. Laisse-nous un peu d'air. » Tu as déjà vécu ta vie. Comme si l'existence était un ticket de métro qu'on valide une fois pour toutes. Je ne répondais pas. J'attendais. Et c'est là qu'il l'a dit. « En gros, papa, en ce moment, tu ne sers à rien. Tu n'apportes rien. Tu es juste là, et tout tourne autour de toi. Tu ne sers à rien. » Ce n'était pas crié. C'était pire. C'était dit sur un ton neutre, presque administratif, comme une constatation. Et puis, il a tendu la main, d'un geste automatique. Les clés ont quitté le clou auquel elles pendaient depuis 30 ans et sont tombées dans sa poche. « Tu n'en as plus besoin de toute façon, » a-t-il ajouté. « Je m'occupe de tout. L'agent immobilier doit passer. C'est mieux si c'est moi qui gère. » L'agent immobilier.
comme si tout était déjà décidé. Je les regardais partir sans un mot. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer, puis plus rien. La maison a respiré un long silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon, dans ce vieux fauteuil marron que Claire détestait, mais que je n'ai jamais voulu jeter. La télé était éteinte. Les seules choses que j'entendais, c'était le tic-tac de l'horloge, le frigo qui se déclenchait et le vent qui passait sous la porte. Je revoyais les gestes de ma vie, le ciment sur mes mains, les poutres sur mon épaule, les rires de Marc gamin, Claire qui chantonnait en préparant le repas du dimanche. Tout ça pour que 30 ans plus tard, mon propre fils se tienne au milieu de ma cuisine et me dise que je ne sers à rien. À l'aube, je suis allé chercher une vieille chemise cartonnée dans le buffet du salon. Dedans, il y avait les photocopies de l'acte de propriété, un acte dressé par un vieux notaire à Limoges qui n'est certainement plus de ce monde, et plusieurs documents du cadastre. J'ai relu tout ça, lentement. Les noms étaient là, en noir sur blanc. Le terrain, le sol même, sur lequel reposait la maison, restait uniquement à mon nom. La maison en elle-même, la construction, je l'avais mise en indivision avec Marc quelques années plus tôt sur les conseils du notaire, pour anticiper l'héritage. Mais la parcelle, la vraie richesse, je l'avais gardée pour moi. Ce n'était pas par méfiance à l'époque, c'était par prudence. Ma femme Claire me l'avait demandé. « Tu sais comment sont les gens, Jean ?» m'avait-elle dit. « Tu ne peux pas prévoir ce qui se passera dans 20 ans. Garde au moins quelque chose que personne ne pourra décider à ta place. » Elle avait raison. Marc croyait tout posséder déjà. Il parlait de vendre comme si ce qui était à venir lui appartenait de droit. Il avait oublié que, tant que je respirais, j'étais le seul à pouvoir décider de ce qu'on ferait de ce sol. Je ne voulais pas le détruire. Je ne voulais pas me venger pour le plaisir. Ce que je voulais, c'était qu'il comprenne que les mots ont un poids, que dire à son père qu'il ne vaut rien a un prix, et que ce prix, il allait le payer, non pas en coups ou en cris, mais en réalité qui se retourne contre lui. Je refermai la chemise. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais une forme de calme. Il pensait m'avoir relégué au rang de figurant. Il allait découvrir que le vieux que l'on croit inutile peut encore tenir le stylo qui bloque ou débloque une vie entière. À mon âge, les souvenirs ne suivent pas le calendrier. Ils apparaissent par flash. Ce matin-là, alors que je descendais au village, le froid me pinçant les joues, c'est un jour de chantier qui m'est revenu d'un coup. On était au début des années 80. J'avais la trentaine, le dos solide, les mains couvertes de cales. Le terrain, je venais à peine de l'acheter. À l'époque, c'était un rectangle de terre un peu en pente, avec quelques ronces et des pneus usés que des idiots avaient balancés là. Ça ne ressemblait à rien. Mais moi, quand je me tenais là, j'y voyais déjà une façade crépie en blanc, des volets bleu pâle, un banc devant la porte. Je voyais Claire qui arrosait les géraniums, un gosse qui courait derrière un ballon. On vivait dans un petit appartement humide, au-dessus d'un bar-tabac. On entendait les discussions jusqu'à tard, les chaises qu'on traîne, les rires bourrés. Claire travaillait comme caissière à l'Intermarché en sortie de ville. Moi, j'étais maçon, dans une entreprise de bâtiment qui construisait des pavillons pour les autres. Un soir, je lui ai parlé du terrain. « Tu es sûr, Jean, qu'on peut se le permettre ?» avait-elle demandé en essuyant ses mains dans un torchon. « On ne peut pas ne pas se le permettre », ai-je répondu. « On va payer longtemps, mais on paiera pour quelque chose qui est à nous. » Elle m'a regardé, avec ce mélange de prudence et de confiance qui la caractérisait. « D'accord, a-t-elle dit, mais tu promets une chose, cette maison, ce sera notre maison. Et plus tard, si on la laisse à quelqu'un, ce sera parce qu'on l'a décidé, pas parce qu'on nous pousse. » Je lui ai promis. Le notaire, un certain maître Duval, m'a reçu dans son bureau avec ses murs couverts de dossiers. Il sentait le tabac froid et le vieux cuir. Il parlait calmement, en articulant bien chaque mot. « Vous achetez le terrain à votre nom, monsieur Moreau, c'est important. La construction, plus tard, pourra être mise au nom que vous voulez. » Mais la terre, gardez-la. C'est ce qui donne le pouvoir. Sur le moment, j'ai trouvé ça un peu théâtral. Avec le recul, je me dis que c'est peut-être la phrase la plus lucide que j'ai entendue dans un bureau. J'ai passé des années à bâtir cette maison. Je bossais sur les chantiers toute la journée. Quand je rentrais, je changeais juste de pantalon, je grignotais un morceau et je filais au terrain.
Je montais des parpaings à la lumière d'une ampoule pendue à un fil. Je faisais le coffrage des poutres pendant que Claire tenait l'échelle. L'hiver, j'avais les doigts gelés. L'été, la nuque brûlée. Mais je ne me suis jamais plaint. Chaque rangée de briques me rapprochait de quelque chose qui serait à nous, vraiment à nous. Quand le gros œuvre a été terminé, j'ai passé des jours à faire l'enduit, à lisser, à peindre, à poser le carrelage un par un en me cassant le dos. Je connaissais chaque centimètre de cette maison, pas en plan, mais sous mes doigts. Marc est né peu après. C'était à l'hôpital de la préfecture un dimanche pluvieux. Quand l'infirmière me l'a mis dans les bras, minuscule, avec ses poings serrés et sa bouche comme un petit O, j'ai senti tout mon corps se tendre pour ne pas le faire tomber. Claire m'a regardé, épuisé, mais avec cette lumière dans les yeux qui effaçait tout le reste. « Tu vas en faire un bon gamin », m'avait-elle soufflé. « Tu lui apprendras à faire quelque chose de ses mains, et surtout, tu lui apprendras qu'on ne traite jamais son père comme s'il était jetable. » J'avais ri. Jamais je n'aurais imaginé que, des années plus tard, cette phrase reviendrait comme un écho amer. Marc a grandi dans cette maison comme un poisson dans l'eau. Il connaissait le moindre coin du jardin, le vieux poirier au fond, le cabanon où je rangeais mes outils. Il passait des heures avec moi dans l'atelier. Je lui donnais une petite planche, un marteau qui lui tombait presque des mains, et il tapait, content de faire comme papa. « Tu vois, lui disais-je, c'est important de respecter ce qu'on construit. Une planche, une maison, une personne, c'est pareil. Si tu la traites n'importe comment, ça casse. » Il hochait la tête. Il avait ce regard sérieux que les enfants prennent quand ils sentent qu'on leur dit quelque chose d'important. Plus tard, le lycée, les études à la fac à Bordeaux ont commencé à l'aspirer. Il revenait le week-end au début, puis 1 sur 2, puis seulement pour Noël. Claire lui gardait sa chambre comme un sanctuaire. Moi, je continuais à réparer, à embellir, à arroser. Quand Claire est tombée malade, tout s'est rétréci d'un coup. Les allers-retours à l'hôpital, les rendez-vous avec les spécialistes, les mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Cancer, métastase, protocole. Je me couchais épuisé sur le canapé, les mains propres pour une fois, mais l'esprit noyé. Marc venait quand il pouvait. Il restait penché sur son téléphone dans la salle d'attente, envoyait des mails entre 2 visites à sa mère. Je ne lui en voulais pas. Il était jeune, il avait sa vie à construire. On croit toujours qu'on a du temps pour tout. Claire est partie un matin de novembre, alors qu'il faisait encore nuit dehors. J'avais sa main dans la mienne. Ses derniers mots ont été simples. « Promets-moi que tu ne te laisseras pas marcher dessus, Jean, même par notre fils. Aime-le, mais ne le laisse pas faire n'importe quoi. » Je lui ai répondu oui, sans bien comprendre ce que ça voulait dire. Après l'enterrement, la maison a changé de son. Les mêmes pièces, les mêmes meubles, mais plus de rire dans le couloir, plus de casseroles qui claquent dans la cuisine. Je remplissais le silence en réparant des choses qui n'avaient pas vraiment besoin de l'être. Je refaisais les joints de la salle de bain, je ponçais les volets, je repeignais la grille. Marc a fini par revenir s'installer quelques mois, entre 2 contrats. Il parlait beaucoup de projets. Il voulait monter sa propre entreprise de conseil, quitter son boulot salarié. Il avait ce vocabulaire que je comprenais à moitié. Business plan, levée de fonds, investisseur privé. Un jour, nous étions chez le notaire pour régler la succession de Claire. Maître Duval avait l'air plus fatigué, plus voûté. Il m'a expliqué que je pouvais mettre moitié de la maison au nom de Marc, que ce serait plus simple après. Je l'ai fait parce que je voulais montrer à mon fils que je lui faisais confiance. Mais quand la conversation a dérivé sur le terrain, sur la parcelle, j'ai secoué la tête. Ça, j'ai dit, je le garde comme c'est. Duval a approuvé. Marc a signé sans vraiment regarder. Je venais de lui tendre un cadeau et un test en même temps. Des années plus tard, j'ai compris que ce test, il l'avait raté. Après la mort de Claire, le village est devenu mon rythme. J'allais au café du coin tous les matins, je m'asseyais avec d'autres retraités, on commentait la pluie, les vendanges, les matchs du dimanche. Personne ne posait trop de questions sur ce qui se passait à l'intérieur des maisons. On savait tous que chacun avait ses petites misères. Pendant ce temps, Marc glissait peu à peu. Il venait moins souvent. Il m'appelait pour me parler non de sa vie, mais de factures, de contrats, de choses à régler. « Il faudrait que tu fasses changer la chaudière, disait-il. C'est dangereux ces vieilles choses. Il faudrait penser à refaire l'isolation, sinon tu vas exploser ta facture de gaz. » Je lui répondais que je gérais, que j'avais toujours géré. Puis les phrases ont changé. « On pourrait mettre la maison à ton nom, disait-il. Ce serait plus simple pour moi pour les démarches, tu n'aurais plus à t'en occuper. » Je me méfiais. Je lisais tout, chaque ligne, comme si c'était les plans d'une dalle de béton.
Je me disais que les petites erreurs-là pouvaient provoquer de gros dégâts plus tard. Le jour où une assistante sociale a sonné à ma porte, j'ai compris que Marc avait franchi un cap. « Bonjour, monsieur Moreau », a-t-elle dit, un sourire professionnel accroché au visage. « Je viens du service départemental. On m'a parlé de votre situation. » Ma situation, comme si j'étais un dossier bleu sur un bureau. Je l'ai fait entrer. Elle a pris des notes, m'a posé des questions. « Est-ce que vous tombez souvent? Est-ce que vous avez des difficultés pour vous laver, pour faire les courses? Est-ce que vous avez de la famille qui vient vous voir? Mon fils a beaucoup expliqué, ai-je dit. Il a surtout parlé de ce qu'il voulait pour lui. Elle a un peu rougi. Elles doivent en voir des cas comme le mien. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention d'aller en maison de retraite pour l'instant. Elle m'a expliqué que tant que j'étais jugé apte, personne ne pouvait m'y obliger. J'ai senti une petite pierre de moins dans ma poitrine. Marc, lui, n'était pas content. « Tu vois, m'a-t-il lancé après le départ de la dame, tu mets tout le monde dans une situation impossible. » « Je ne mets personne nulle part, ai-je répondu. Je reste chez moi. C'est toi qui veux m'en sortir. » Ce soir-là, il a claqué la porte plus fort que d'habitude. Le lendemain, il est revenu avec un panneau à planter dans le jardin. « À vendre. » Je l'ai regardé enfoncer le panneau dans la terre sans rien dire. « T'aurais pu me demander, ai-je simplement lâché. » Il a évité mon regard. Les semaines suivantes, l'ambiance au village a changé autour de moi. On me regardait avec un mélange de pitié et de curiosité. Au café, quelqu'un a laissé échapper à haute voix. « Paraît que le petit Moreau va vendre la maison du vieux. » Roselyne, la coiffeuse, a levé les yeux au ciel. « Ils n'ont honte de rien, les jeunes, a-t-elle dit. » Un jour, en sortant de la poste, je me suis retrouvé nez à nez avec Marc et un type que je n'avais jamais vu. Costume bien taillé, sourire commercial, mallette. « Papa » a lancé Marc, « je te présente Laurent, il s'occupe de la vente. » Laurent a tendu la main. « Très belle propriété » a-t-il dit. « Gros potentiel, on pense pouvoir la vendre rapidement. » Je lui ai serré la main, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et vous pensez vendre quoi exactement ?»« La maison, évidemment, la parcelle avec. »« Ah » ai-je fait, « et qui vous a dit que la parcelle était à vendre ?» Il a regardé Marc, surpris. « Votre fils nous a autorisés à la mettre sur le marché. » Je me suis tourné vers Marc. « Tu leur as montré l'acte de propriété? Le vrai, celui où mon nom est sur la terre. » Il a blêmi. « Papa, a-t-il commencé, c'est juste une formalité. » Non, une formalité, c'est signer un recommandé. Là, on parle de ma vie. Laurent s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. « Peut-être qu'il faudrait vérifier tout ça avec le notaire, a-t-il proposé. « Très bonne idée, ai-je répondu. Et je vous conseille de le faire avant de promettre monts et merveilles à votre acheteur. » Le soir, Marc a débarqué à la maison. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-il lancé. « Tu veux me punir. » « Je veux te rappeler que je suis encore là, ai-je dit, que je ne suis pas une signature automatique. Tu compliques tout. » Non, c'est toi qui as voulu faire simple, trop simple. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la suite ne se jouerait plus dans la cuisine, mais dans les bureaux aux murs couverts de dossiers. Et j'étais prêt. J'avais passé ma vie à lire des plans, à vérifier des niveaux. Je savais que dans ces papiers-là aussi, le moindre millimètre comptait. La veille de mon départ, j'ai fait le tour de la maison comme si c'était la première fois que je la voyais. J'ai passé la main sur la rambarde de l'escalier, sur la table en bois de la salle à manger qui avait vu tant de repas, sur le carrelage de la cuisine usé au même endroit où Claire se tenait toujours. À chaque pas, un souvenir remontait. Les bougies d'anniversaire, les disputes idiotes, les chansons à la radio, les devoirs de maths de Marc étalés sur la table. Je ne partais pas sur un coup de tête. Ça faisait des semaines que l'idée me travaillait. Rester là, sous le regard de plus en plus froid de mon fils, dans une maison qu'il considérait déjà comme une ligne de plus dans un tableau Excel, me faisait plus mal que de partir avec une petite valise. J'ai attendu la nuit. Quand le village s'est tu, que les rares voitures sur la départementale se sont espacées, je me suis assis à la table de la cuisine avec un stylo et une feuille blanche. « Marc, tu dis que je ne sers à rien, que je suis un poids. Peut-être que tu as l'impression que c'est vrai. Moi, je me souviens d'autre chose. Je me souviens de mes mains qui ont porté les parpaings de cette maison, de mes épaules qui t'ont porté toi quand tu avais de la fièvre, de ma voiture qui t'a emmené à tous tes matchs de foot et à la fac. Tu veux vendre ici, sans même me regarder franchement pour me le dire.
Libre à toi de croire que tout t'appartient déjà. Mais n'oublie pas une chose, c'est celui qui tient la terre qui décide. Tu apprendras bientôt ce que ça fait de se retrouver avec rien, comme tu m'as décrit. J'espère que ce jour-là, tu repenseras à la façon dont tu t'adresses à ton père. Jean, je n'ai pas mis papa. Je ne savais pas si ce mot voulait encore dire quelque chose pour lui. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. Je l'ai scotchée à l'intérieur de la porte d'entrée, juste au niveau des yeux. Impossible de la rater. Ensuite, j'ai pris un vieux sac de sport. J'y ai mis quelques vêtements, mon nécessaire de toilette, la photo de Claire et moi devant la maison fraîchement crépie, 20 ans plus jeune, et la photo de Marc sur son tricycle dans l'allée, les joues rouges, les genoux déjà écorchés. J'ai pris aussi le vieux réveil de mon père, celui qui m'avait tiré du lit pendant toute ma jeunesse. Au petit matin, avant même que les cloches de l'église ne sonnent, j'ai quitté la maison. Il faisait encore sombre, le village dormait. Je me suis retourné une dernière fois au bout de l'allée. Les volets fermés faisaient comme des paupières. « Tu as bien tenu », ai-je murmuré. « Tu continueras, même sans moi. » J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus au bout de la route. Le car qui descendait vers la ville est arrivé en grognant, comme toujours. Le chauffeur m'a reconnu. « Alors, Jean, on va où de si bonne heure ? »« Je vais voir ailleurs si j'y suis, » ai-je répondu. Il a ri sans insister. À la gare routière de la ville, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel près des voies. Un de ces établissements où le lino est un peu gondolé et où on entend le voisin se doucher. Ce n'était pas grand, mais pour la première fois depuis longtemps, l'espace m'appartenait entièrement. Personne n'allait entrer pour déplacer mes affaires ou discuter ma manière de vivre. Le lendemain, je suis allé à la mairie pour signaler mon changement d'adresse, puis à la caisse d'assurance maladie pour me faire connaître, puis à la banque pour mettre à jour mon dossier. Toutes ces petites démarches prennent du temps, mais ce temps-là, je l'avais. Quand je suis allé voir le notaire, Maître Duval avait laissé sa place à un plus jeune, Maître Bernard, la quarantaine, costume bien taillé, ordinateur portable à la place des classeurs poussiéreux. Il a lu le dossier, a hoché la tête plusieurs fois. « Votre fils ne peut pas vendre sans vous », a-t-il confirmé. « Ses papiers sont clairs. S'il a déjà signé des promesses de vente, c'est son problème, pas le vôtre. » Je n'ai pas envie de l'enfoncer, ai-je dit. Je veux juste que la réalité lui rappelle que je suis encore là. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Parfois, la seule façon de faire grandir quelqu'un, c'est de le laisser affronter les conséquences de ses choix. De retour dans ma chambre, je me suis acheté un cahier à spirale et j'ai commencé à écrire. Pas pour me plaindre, mais pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Les pages se remplissaient de souvenirs, de dates, de phrases que je n'avais jamais dites à voix haute. C'était peut-être la seule chose qui me restait à construire. Les appels de Marc ont commencé à pleuvoir. Au début, il faisait semblant. « Tu es où ? On s'inquiète !»« Je suis vivant, ça suffit », je répondais. Puis l'intonation a changé. « Les acheteurs se retirent, disait-il. Les banques me posent des questions. Tu te rends compte de ce que tu fais ?» Oui, je me rendais compte, et c'était bien ça le but. Le vrai tournant est arrivé un lundi matin. Il était à peine 8 heures quand mon téléphone a vibré. Un numéro de la banque. « Monsieur Moreau », a dit la voix, « nous avons reçu plusieurs demandes d'opération concernant les comptes liés à la propriété de la rue des Tilleuls. Comme il y a un usufruit à votre nom, nous voulions vérifier avec vous. » Je n'ai rien demandé, ai-je répondu. Personne n'a le droit de toucher à quoi que ce soit sans mon accord écrit. Très bien, nous bloquons donc toute opération tant que vous ne vous présentiez pas en personne. Merci, ai-je dit, et si quelqu'un insiste, rappelez-vous que ce quelqu'un n'a pas construit la maison. La banquière a souri dans le combiné, je l'ai entendu. Le soir même, Marc a rappelé. Sa voix tremblait. « Papa, qu'est-ce que tu as fait avec la banque? Ils ont gelé mes comptes. L'acheteur menace de porter plainte. Il dit qu'on lui a caché des informations. » Je me suis assis sur le bord du lit. « Je n'ai rien caché à personne. C'est toi qui n'as pas voulu voir. »« Tu joues avec ma vie » a-t-il crié presque. « Je n'ai rien besoin de jouer. J'ai fait ce que ton grand-père m'a appris. Ne signe rien que tu ne comprennes pas. Ne laisse personne décider à ta place. » Il a raccroché. Quelques jours plus tard, il a débarqué à l'hôtel. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je le voyais vraiment défait. Il avait des cernes, la barbe mal rasée, sa chemise était sortie de son pantalon. Il n'avait plus l'air du jeune cadre dynamique des repas de Noël. Il avait l'air d'un gamin qui vient de prendre une claque. « T'es content ?» m'a-t-il lancé dès que j'ai ouvert la porte. « T'as tout cassé !» Je me suis écarté pour le laisser entrer. « Assieds-toi » ai-je simplement dit. Il a laissé tomber un paquet de dossiers sur le lit, des promesses de vente, des simulations de crédit, des mails imprimés. « Tu te rends compte ?» a-t-il répété, le ton plus bas, mais la panique toujours dans les yeux.
J'avais tout prévu. On vendait la maison, on épurait les dettes, on repartait à zéro. Et là, d'un coup, plus rien. Les acheteurs ne veulent plus entendre parler de nous. La banque me menace de me ficher. Tout ça parce que tu t'accroches à ta fichue terre. Je l'ai regardé. Ce n'était plus de la colère que je voyais, c'était de la peur nue. Tu sais ce que c'est, ai-je demandé doucement, que de repartir à zéro. Il n'a pas répondu. Moi, je sais. Je l'ai fait 3 fois dans ma vie. Quand je suis sorti de l'école sans diplôme, quand j'ai commencé à construire cette maison, quand ta mère est morte. À chaque fois, je n'avais pas de plan, pas d'investisseur, pas de projection, juste mes 2 mains et la certitude que personne ne le ferait à ma place. « Papa, a-t-il murmuré, tu veux quoi au juste? Me voir m'écraser? Non. Je veux que tu te souviennes que je ne suis pas un vieux fauteuil qu'on met sur le trottoir. Tu m'as dit que je ne servais à rien. Très bien. Maintenant, tu vois ce que serait ta vie si je n'étais vraiment rien dans cette histoire. » Il restait debout, les épaules voûtées. « Je suis ton fils, a-t-il ajouté, comme un dernier argument. Et moi, je suis ton père, ai-je répondu. Ça n'annule pas tout. Ça rend juste les choses plus douloureuses quand on se manque de respect. Je me suis levé. J'ai ouvert le tiroir de la petite table où j'avais rangé un autre enveloppe. Celle-là, je la préparais depuis un moment. « Tiens, ai-je dit, en la lui tendant. Il l'a ouvert, méfiant. À l'intérieur, il y avait un document simple, signé chez le notaire quelques jours plus tôt. Je lui cédais l'usage du vieil atelier de menuiserie et du petit hangar au fond du terrain. Rien de plus. « C'est une blague, a-t-il soufflé. Tu me laisses juste le cabanon. » Le cabanon, comme il disait, c'était le cœur de ma vie. Le lieu où j'avais passé des soirées entières à fabriquer des meubles, à réparer des chaises pour les voisins, à tailler des planches juste pour le plaisir du geste. Ce que je te laisse là, ai-je dit, c'est un endroit où tu peux vraiment faire quelque chose. Pas des dossiers, pas des promesses, du concret. Tu te rappelles quand tu venais gamin? Tu repartais avec les mains pleines d'échardes et les yeux qui brillent. Il a secoué la tête. Je ne sais plus faire. Alors, il est temps d'apprendre de nouveau. Et la maison? A-t-il demandé après un silence. La maison reste à moi tant que je suis là. Après, on verra. Si d'ici là tu as compris ce que ça veut dire, un toit, un sol, peut-être que je serai assez bête pour te la laisser quand même. Sinon, elle ira à quelqu'un qui en aura besoin, même si ce n'est pas de mon sang. Ses lèvres ont tremblé. Il a rangé lentement le papier dans sa sacoche. « Tu es dur, a-t-il murmuré. « Non, je suis fatigué, c'est différent. » Quand il est parti, j'ai senti mes jambes flancher un peu. Je me suis assis sur le lit, j'ai passé les mains sur mon visage. Je n'avais pas envie de lui faire mal. Ce que je voulais, c'était qu'il arrête de marcher sur tout le monde en regardant seulement l'écran de son téléphone. Les semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles de lui par ricochet. Roselyne, toujours elle, me disait qu'on voyait de la lumière dans le cabanon tard le soir. Le boulanger racontait que Marc lui avait demandé des vieux morceaux de bois pour faire des essais. Un voisin avait laissé entendre qu'il s'était fait payer en nature, une table neuve contre un service rendu. Un jour, j'ai reçu une lettre, écrite à la main. Rien que ça, c'était déjà un changement. Papa. Je ne sais pas trop comment commencer. J'ai passé des journées entières dans l'atelier. Au début, j'ai juste rangé. Il y avait de la poussière partout. J'ai frotté, trié, redonné une place à chaque outil. Puis, par curiosité, j'ai pris une chute de bois. Je l'ai posée sur l'établi. J'ai sorti un vieux rabot. Mes mains se souvenaient vaguement. À force d'essayer, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop tordu. Un voisin est passé. Il a senti l'odeur du bois. Il a souri. Il m'a demandé si je pouvais lui réparer une chaise. Je l'ai fait. Il m'a payé. Pas beaucoup, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de mériter ce que je gagnais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais ce que je t'ai fait. Je voulais juste que tu saches que, dans le petit bout de terrain que tu as bien voulu me laisser, je commence à comprendre ce que tu me répétais depuis toujours. Marc. Je relus la lettre plusieurs fois. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. Je me suis contenté de la glisser dans mon cahier, à côté des pages où j'avais raconté le jour où il était né. Les saisons ont tourné. L'hiver a recouvert la campagne d'un voile de givre, puis le printemps a ramené les odeurs de terre mouillée et de fleurs de colza. Je continuais à vivre dans ma petite chambre d'hôtel, puis j'ai trouvé un studio au rez-de-chaussée d'un immeuble un peu décrépit, pas très loin du marché couvert. Je m'y suis installé avec le strict minimum. Un lit, une table, une chaise, quelques photos. Je retournais de temps en temps au village. J'évitais de passer devant la maison.
au début. Puis un jour, je me suis forcé. Je me suis arrêté de l'autre côté de la route. Elle était là, exactement comme je l'avais laissée. Les volets un peu plus défraîchis peut-être, mais toujours debout. Le panneau à vendre avait disparu. Le jardin avait été vaguement tondu. Le cabanon, lui, semblait vivant. La porte était entr'ouverte, on devinait la lumière intérieure, un bruit sourd. Des outils qu'on repose, une planche qu'on laisse tomber doucement. Je n'ai pas traversé. Je suis resté là un moment, les mains dans les poches. J'ai entendu des pas derrière moi. « Vous regardez la maison, monsieur Moreau ?» C'était le maire du village, un type plus jeune que moi que j'avais vu grandir. « On dit que votre fils s'en sort pas si mal avec le bois, a-t-il ajouté. Il a réparé les bancs de l'église, vous savez. » J'ai hoché la tête, sans répondre. Ce soir-là, de retour en ville, je me suis assis sur le balcon minuscule de mon studio avec un verre de vin rouge et un bout de fromage. Le soleil se couchait derrière les immeubles, colorant les murs d'orange. Je pensais à tout le chemin parcouru depuis cette phrase. « Tu ne sers à rien ». Est-ce que c'était encore vrai? Je ne savais pas. Peut-être que la vraie question n'était pas là. Ce que je savais, en revanche, c'est que ce que j'avais construit avait résisté. Pas seulement la maison, pas seulement le terrain. Quelque chose avait résisté aussi chez mon fils, malgré tous ses égarements. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un nouveau courrier. Cette fois, c'était une simple invitation. « Si tu veux passer à l'atelier samedi après-midi, je serai là. Marc. » Je me suis demandé si j'y allais. Une partie de moi aurait préféré rester avec mes habitudes. Mes promenades au marché, mes parties de belote avec des vieux que je ne connaissais pas si bien. Mais au fond, une autre voix me disait que si je n'y allais pas, je le regretterais. Et je suis trop vieux pour collectionner des regrets supplémentaires. Le samedi, j'ai pris le bus du matin. Dans la lumière du printemps, tout semblait plus doux. Le chauffeur m'a fait un signe de tête. « Ça faisait longtemps, Jean ?» Je suis descendu au même arrêt que le jour où j'étais parti. Cette fois, je n'avais pas de sac, juste mes mains dans les poches. Je me suis dirigé directement vers le cabanon au fond du jardin. La porte était grande ouverte. L'odeur du bois travaillé m'a sauté au visage. Un mélange de sciure, de vernis, de suaire. C'était l'odeur de ma vie. Marc était là, en t-shirt, les bras couverts de poussière de bois. Il était penché sur un établi, en train de poncer le pied d'une table. Quand il m'a vu, il s'est figé. « Salut » a-t-il dit doucement. « Salut » ai-je répondu. On est resté un instant sans savoir quoi dire. Puis, j'ai fait ce que je savais faire depuis toujours. Je me suis approché, j'ai posé la main sur la planche. « Tu ponces dans le mauvais sens » ai-je remarqué. « Tu vas faire ressortir les défauts. » Il a souri un peu. « Je me doutais que tu dirais ça. » Je lui ai montré le geste, lent, régulier. Il a repris. Ses mouvements étaient maladroits au début, puis se sont fluidifiés. On a travaillé côte à côte pendant un long moment sans parler d'autre chose que de la table, du choix du vernis, du type de bois. C'était comme si nous avions remonté le temps. Quand on est sorti prendre l'air, le soleil commençait à baisser. On s'est assis sur la marche de la grange. Le village était calme. « Je ne sais pas comment te dire tout ça » a commencé Marc. « Tu n'es pas obligé de tout dire aujourd'hui » ai-je répondu. Il a regardé ses mains. « Quand je t'ai dit que tu ne servais à rien, j'avais tellement peur » a-t-il avoué. « Peur de tout perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Je croyais que si je mettais tout sous contrôle, les chiffres, les maisons, les gens, le monde tiendraient mieux. » Je n'ai pas vu que je te piétinais. Je n'ai rien répondu tout de suite. J'entendais la sincérité dans sa voix. Ce n'était pas l'excuse rapide qu'on lâche pour se débarrasser d'un malaise. C'était un aveu. « Tu as pris une claque » et je finis par dire. « Oui » a-t-il acquiescé. « Et c'est toi qui me l'as donnée. » Ce n'était pas une claque, c'était juste moi qui retirais ma main de sous toi pour que tu sentes le vide que tu me faisais sentir. Il a hoché la tête. « Je ne te demande pas de me rendre la maison » a-t-il murmuré. « Je ne te demande plus rien en fait. Je voulais juste que tu vois que j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à toi pour une fois. » Je les regardais. Il avait des rides au coin des yeux déjà. Mon petit garçon n'était plus là depuis longtemps. Mais il restait, dans la manière dont il serrait la mâchoire, dans la manière dont il observait le bois, des traces de l'enfant qui me suivait partout, un marteau en plastique à la main. « Tu sais » et je dis, « tu peux continuer à faire des erreurs. Tu en feras d'autres. Moi aussi j'en ferai encore, si j'ai la chance de vivre assez vieux. Mais il y a une chose que tu ne referas pas. » Laquelle ? Me traiter comme si j'étais rien. Il a baissé les yeux.
Non, ça, plus jamais. On est resté là encore un moment, jusqu'à ce que le froid nous pousse à bouger. Quand je suis reparti, je ne savais pas vraiment si tout était arrangé entre nous. Ce genre de choses ne se règle pas en une après-midi, mais quelque chose avait bougé. De retour dans mon studio, j'ai ouvert mon cahier et j'ai écrit, lentement. Mon fils m'a un jour dit que je ne servais à rien. Il a cru que ces mots glisseraient sur moi comme la pluie sur un toit. Ils ont creusé, mais au lieu de me noyer, ils ont arrosé des graines que j'avais plantées longtemps avant lui, celles qui disaient que je pouvais encore décider. Je ne suis pas un saint, je ne l'ai pas pardonné d'un claquement de doigts, mais je l'ai regardé dans les yeux pendant qu'il tombait et je l'ai laissé se relever seul. Aujourd'hui, il tient un rabot comme on tient une deuxième chance. Je m'appelle Jean Moreau, j'ai 62 ans. Mon fils a cru un jour que je ne valais rien, mais j'ai bâti une maison qui tient toujours, un atelier qui respire de nouveau, et une leçon qui restera gravée dans sa mémoire plus longtemps que n'importe quel acte de vente, et si un jour je finis dans une maison de retraite, ce sera parce que je l'aurai décidé, pas parce que quelqu'un aura vendu ma vie pendant que j'avais encore les yeux ouverts.